Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Gilles Ferréol. En mars puis en décembre 2011, se sont tenus d'abord à Tunis, ensuite à Alger, 2 colloques pluridisciplinaires ayant pour thème la violence scolaire envisagée dans une perspective comparative France-Maghreb. Ces rencontres ont été proposées à l'initiative du Laboratoire du changement social de l'Université d'Alger 2 et du Service de coopération et d'action culturelle de l'Ambassade de France en Algérie. Elles ont réuni des enseignants-chercheurs, de jeunes docteurs ou doctorants, des responsables associatifs ou ministériels spécialisés dans ce domaine d'études. 18 communications, regroupées ici en 3 grandes parties, ont été présentées et ont donné lieu à des échanges très fructueux. Dans un premier temps, des éléments de problématisation sont proposés. L'accent est mis sur un certain nombre de débats et de questionnements ayant trait au dysfonctionnement de l'institution éducative, aux désordres et aux incivilités qui en découlent, ainsi qu'à l'apprentissage du métier d'élève ou de la citoyenneté, sans oublier l'impact des médias ou des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est ainsi que Jean-Yves Cauzet souligne la complexité de situations où se combinent violence symbolique et sentiment d'insécurité, contexte organisationnel et effet d'établissement, tensions quotidiennes et dérégulation. Bernard Jolibert, de son côté, attire notre attention sur les composantes de cette propension naturelle à l'agression que l'école aurait pour fonction principale de discipliner, et sur les conditions d'exercice de l'autorité du maître, l'auctoritas ne devant être confondu ni avec la potestas ni avec l'imperium. La contribution de Fazia Ferraoun s'inscrit dans cette perspective et analyse les fondements de la relation pédagogique, confrontée de plus en plus au poids des réseaux d'interconnaissance. Il est dès lors opportun, avec Abdelwahab Matari, de replacer ces discussions touchant à l'insociabilité et à la reconnaissance dans le cadre de la dialectique intériorité-extériorité afin de réhabiliter, par la sensibilisation au goût esthétique, le registre de la politesse et de l'urbanité, de la tenue et de la bienséance. Agir en amont, poursuit Ahmed Main, devient une priorité et passe par la mise en œuvre de pratiques innovantes, l'influence du petit écran et des jeux vidéo pouvant déboucher, c'est ce que montre bien Kenza Dali, sur des comportements de catharsis, d'amplification ou de mimétisme. Ce cadrage effectué, une place importante est accordée aux constats et aux interprétations à partir d'études de cas relatives notamment à l'Algérie, Noureddine Hakiki, Saïd Guedir, à la Tunisie, Sléhédine Ben Fredj, Moez Ben Mida, Moët Riki et à la Libye, Mohamed Abil. On s'interroge alors, en prenant appui sur une méthodologie associant selon diverses modalités, observation in situ, questionnaire, entretien ou récit de vie, sur les formes et les processus, les représentations et les stratégies, le poids des facteurs endogènes ou exogènes. Sont alors mis en exergue, qu'il s'agisse du Constantinois, du Grand Tunis ou de Tripoli, la démission parentale, l'affaiblissement des normes, la dissonance cognitive et l'émergence d'une contre-culture véhiculée par certains groupes de pairs, la perte de repères, un sentiment de frustration, des styles de direction plus ou moins en phase avec les réalités de terrain ou bien encore l'environnement sociopolitique et ses diverses manifestations clientélistes ou partisanes. Nous nous situons de la sorte au rebours d'explications monocausales et au carrefour d'interactions d'ordre familial, didactique, relationnel, biographique. La production, la signification et la validité des statistiques officielles font également l'objet d'un examen approfondi, problématique anglo-saxonne du dark number, le recours à des techniques de victimisation fournissant de précieux éclairages. Les 6 derniers chapitres se focalisent sur les expérimentations et les dispositifs mis en place afin de combattre le plus efficacement possible un tel fléau, que l'on se réfère au décrochage. Évaluation de l'opération lycée de toutes les chances, Gilles Ferréol, prise en considération, eu égard à l'alternative que pourrait constituer le travail des enfants, d'un changement de mentalité et d'une plus grande accessibilité dans les zones rurales au Maroc, Pierre-Noël Deneuil et Ouda Laroussi, protocole de recherche-action centré sur des soutiens personnalisés et des pratiques de tutorat ou de mutualisation, Fatma Mediouni et Ahmed Main, d'inadaptation ou de déviance, prévention par les activités physiques et sportives, Éric Dugas, Programme national tunisien de défense et d'intégration, Moufida Abbassi, apport du CDIS, Atef Bourguida. Un volume, on le voit,
très dense et qui ouvre de nouvelles pistes susceptibles de mieux appréhender les phénomènes de désaffiliation et d'exclusion tout en suscitant une participation et une implication accrue des différents acteurs. Chapitre 1 : Violence de l'école ou violence à l'école ? Jean-Yves Cauzé. La problématique des violences qui s'exercent dans et sur l'institution scolaire n'est pas sans soulever quelques paradoxes. Le plus troublant est particulièrement bien exprimé par le philosophe Yves Michaud affirmant que la violence devient un aspect banal de la vie sociale en même temps qu'un fait insupportable. Michaud, 2004 page 124. Or ce paradoxe fait écho au différentiel présent dans l'écart entre le phénomène et sa perception. Raquettes, attaques au couteau, viols, trafic de drogue, guerre des gangs, agressions gratuites filmées sur les téléphones portables. La succession des faits divers médiatisés nous persuade facilement que les collégiens et les lycéens français vivent dans un univers ultra-violent. Les statistiques nous disent pourtant le contraire. Selon les données recueillies par le nouveau dispositif SIVIS, Système d'information et de vigilance sur la sécurité scolaire, un peu moins de 12 élèves sur 1000 ont été impliqués dans un incident violent au cours de l'année scolaire 2007 à 2008, ce qui laisse 98,8% des élèves des lycées et collèges à l'abri de la violence. Troget, 2011 page 44. Faudrait-il n'y voir qu'une opération orchestrée par des médias assoiffés de sensationnel et alors délaisser ce terrain d'étude pour s'occuper de problématiques plus sérieuses ? Ces propos nous interrogent, au contraire, sur la complexité d'un phénomène dont l'analyse doit s'opérer à différents niveaux, en ne négligeant ni les logiques de l'action violente, ni les variables se situant à un niveau plus institutionnel et historique. Or, c'est ce dernier niveau qui semble bien être systématiquement privilégié alors même que cette violence, selon Michel Viviorca, devrait obliger tout chercheur à faire le grand écart et à produire des connaissances qui vont du plus personnel, du plus intime, du plus subjectif jusqu'au plus général, au plus planétaire, au plus global. Viviorca 2008 page 254. Il importe dès lors de partir des représentations sociales collectivement partagées par des acteurs, sur le terrain, pour ensuite tenter de les conceptualiser pour mieux les caractériser. Une enquête menée conjointement avec 2 collègues sociologues de l'éducation, Juan Mata et Pascal Politansky, et une trentaine d'étudiants en sociologie, donne lieu à quelques observations sur la question de la violence dans différents collèges d'Alsace. L'explication du phénomène passant par un effort de clarification des enjeux, il est ici utile d'en définir les différentes formes et cela même avant de présenter quelques premiers résultats. 1. Violence, incivilité et cruauté dans et sur l'école. A. La violence en milieu scolaire. Pour expliquer cette problématique de la violence en milieu scolaire, faut-il seulement évoquer avec Laurent Mucchielli l'émergence d'un processus de ségrégation économico-socio-spatiale, s'apparentant à une dynamique de ghettoisation ou à une forme d'apartheid scolaire ? Ce sociologue signale ainsi que les écarts se sont creusés entre des établissements de plus en plus calmes et d'autres de plus en plus difficiles. Il existe bien une relation globale et forte entre l'importance de ces violences et les situations d'exclusion sociale des familles des enfants scolarisés. Mucchielli, 2011 page 288. La violence juvénile ne serait que le symptôme d'une dérégulation générée par le néolibéralisme et affectant les jeunes issus des quartiers populaires, ainsi que les établissements scolaires les accueillant. Le néolibéralisme serait ainsi à l'assaut de l'école. Laval, 2003. L'analyse de Bernard Charlot illustre bien cette thèse. À terme, ce sont les enfants des quartiers dévastés par la crise économique et leurs parents qui seront les grands perdants de cette mutation. Qu'on comprenne bien ce qui est ici soutenu. L'école primaire elle-même est en train de devenir une école d'inspiration libérale, qui contribue plus fortement qu'autrefois au tri et à la disqualification des pauvres. Charlot, 1998 page 244. Rappelant les contradictions générées par le néolibéralisme et ses conséquences, Charlot s'interroge légitimement sur son issue en se demandant si cette souffrance continuera à s'exprimer comme aujourd'hui, sous forme de violence prenant de multiples formes larvées, et si un jour viendra où le degré de souffrance, y compris chez ceux qui profitent objectivement du système, deviendra plus grand que le degré de complicité qui permet au système de perdurer. Ibidem, page 245. En effet, la violence des jeunes de quartiers populaires, et notamment ceux issus de l'immigration,
serait principalement la conséquence logique de l'exposition à une violence symbolique et il importe dès lors d'en révéler ces mécanismes. Dans les établissements massivement fréquentés par ces élèves, le sentiment d'injustice peut toutefois l'emporter sur celui d'insécurité. L'expérience que les élèves ont de l'injustice ne se structure pas seulement autour des inégalités sociales de réussite, elle se construit également sur le sentiment d'arbitraire des verdicts scolaires, notes, orientations et des sanctions. Ce sentiment d'injustice est inexprimable et inentendable dans l'école, conduisant les élèves à l'impression d'une perte de contrôle plus ou moins importante des situations scolaires, une impuissance. Les causes structurelles des injustices vécues ne sont pas perçues par ces élèves. Ils les lient en effet à des questions de personnes, à des problèmes relationnels entre élèves et professeurs, entre élèves et CPE. Cara et Fagianelli, 2011, pp 85 à 86. Ce travail de révélation de certains mécanismes ou facteurs générateurs de violence a pour conséquence de produire un salutaire effet de dénonciation. Cette thèse, qui nous confirme la prégnance de la violence symbolique et le renforcement du processus de reproduction, a malheureusement pour effet de contribuer involontairement à une possible déresponsabilisation des acteurs de la vie scolaire et plus précisément, des agents éducatifs et de leurs responsables. Comment pouvons-nous alors agir contre une fatalité aussi brutale, mécanique et systématique ? Ces analyses ne nous amènent-elles pas à trop privilégier les violences de l'organisation ou de l'institution ? D'autres observateurs rappellent l'importance du contexte organisationnel et des interactions qui s'y déroulent. Vincent Troget signale, à ce propos, que c'est dans les établissements où les équipes éducatives sont à la fois solidaires et bienveillantes que la violence des élèves est la moins fréquente. Troget 2006 page 111. Alors que l'analyse du processus nécessite de prendre en compte différents facteurs de risque, le sociologue Juan Mata insiste sur le profil du directeur et son style de direction. J'ai eu maintes fois l'occasion de vérifier par exemple, l'importance de la personnalité du chef d'établissement dans le climat qui règne dans un collège ou dans un lycée, la façon dont elle rejaillit sur les autres membres du personnel, sur l'existence plus ou moins précaire ou solide d'un véritable esprit d'équipe. Il y a là un facteur impondérable, parmi d'autres, qu'il nous faut prendre en compte, Mata 2003 page 86. La posture, dominante en sociologie de l'éducation et qui met l'accent sur les facteurs institutionnels, est partagée par la plupart des sociologues travaillant sur l'école. La violence des jeunes scolarisés, comme réponse à une violence plus institutionnelle, retient d'ailleurs toute l'attention. Elle ne doit toutefois pas nous faire occulter d'autres cibles et modalités empruntées par ces violences institutionnelles. Les dimensions culturelles, politiques et économiques ne sont pas à négliger car elles concernent, au niveau du rectorat ou du ministère de l'Éducation nationale, la gestion des personnels. Prenons l'exemple des jeunes enseignants, qui ne sont d'ailleurs pas uniquement des jeunes enseignants. Il est de tradition que l'Éducation nationale envoie sur le front du social les nouveaux entrants dans la fonction enseignante qu'elle risque alors de décourager, voire de définitivement écœurer en leur faisant subir une expérience antipédagogique pouvant être de nature traumatique. Or, la dernière réforme récemment mise en place, en n'insistant plus sur une formation passant par de la régulation avec une pratique de terrain, ne fait qu'aggraver une situation déjà difficile à vivre. Philippe Mérieux affirme ainsi que la formation des enseignants a été sacrifiée sur l'autel de la rigueur budgétaire et du dogmatisme idéologique réunis. Mérieux, 2011 page 10. Cette violence, clairement exercée par l'institution, renvoie aussi à l'exercice d'une maltraitance assurée par des acteurs en situation de responsabilité. Prenons le cas de Sabine, interviewée dans le cadre de l'enquête exploratoire, qui a effectué un remplacement sur toute l'année scolaire 2010 à 2011. Titulaire d'un master de littérature anglaise, elle a pu assurer des enseignements d'anglais dans un collège en se substituant à un professeur en arrêt de maladie prolongée. Statutairement, elle est vacataire et simplement payée à l'heure. Elle mettra des mois à connaître sa véritable rémunération. Elle n'est ni accompagnée, ni formée. Elle ne se destine pas au métier et pourtant, elle se fait inspecter en milieu d'année. Est-ce à la demande du principal de collège ? Elle n'en saura rien mais elle estime que les cours se déroulent normalement et dans une ambiance plutôt studieuse. L'inspecteur se rend dans sa salle de classe pour procéder à son évaluation et établit un rapport extrêmement négatif quant à ses capacités.
Sabine pense avoir vexé l'inspecteur en lui avouant ne pas souhaiter devenir enseignante. Nous ne connaîtrons pas avec certitude les raisons de ce qui a été vécu ici par l'intéressé, comme une violence, mais il apparaît, à travers cet exemple significatif, que l'organisation n'est plus en mesure de protéger correctement ses agents. Or, une institution qui ne protège pas désocialise. Ce type d'observation doit néanmoins servir à mieux délimiter la notion même de violence, et à penser ensemble la violence de l'organisation avec celle présente dans les organisations. Alors même que Gilles Herrero pense devoir privilégier ces dernières, il nous fait la restitution d'une enquête se passant dans un lycée professionnel où l'ensemble du personnel se trouve être plongé dans un climat d'insécurité et de peur. Il constate alors que devant rendre des comptes au rectorat, contesté par les professeurs, la direction se sent dépassée. Elle fait le choix d'affronter les enseignants plutôt que de mécontenter l'autorité de tutelle. Herrero 2012 page 87. En précisant que ce lycée n'est pas loin du modèle de l'institution totale élaboré par Goffman, il en vient à revenir sur son postulat de départ consistant à ne prendre en considération que les violences dans l'école, qu'il décrit plutôt bien par ailleurs. La violence symbolique, au sens qu'en donne Pierre Bourdieu, c'est-à-dire l'imposition d'un arbitraire éminemment social, est donc loin d'épuiser l'ensemble du répertoire des maltraitances institutionnelles ordinaires, mais elle y contribue. Toutefois, il importe de rendre compte de la responsabilité des acteurs en situation, de ne pas complètement l'occulter. B. De l'intérêt heuristique à distinguer ces notions de violence, de cruauté et d'incivilité. Ce qui paraît violent à certains ne l'est pas pour d'autres. De même, ce qui pouvait paraître légitime hier en matière d'autorité éducative, paraîtra violent aujourd'hui, et l'école est à la fois un catalyseur et un révélateur d'un processus de civilisation bien défini, en son temps par le sociologue Norbert Elias. Définir le concept de violence s'avère être, dans ces conditions, suffisamment compliqué pour que certains puissent le concevoir comme étant indéfinissable. La violence ne peut être appréhendée indépendamment de critères et de normes. Ceux-ci peuvent être institutionnels, juridiques, sociaux, quelquefois même personnels selon la sensibilité, la vulnérabilité physique ou la fragilité psychologique des individus. Cette importance des normes se retrouve dans l'élément de chaos, de déchaînement, de transgression qui fait le caractère indéfinissable de la violence, Michaud 2004 page 8. Pourtant, un premier travail de définition autour de la notion de conflit, entamé par Georg Simmel, 1992, et approfondi par d'autres sociologues plus contemporains, permet d'envisager celui-ci comme une force qu'il est possible de prévenir, de canaliser ou encore d'instrumentaliser. Michel Viviorca définit ainsi la violence, de façon analytique, comme une figure quasi inversée du conflit. Pour Viviorca, il est possible de relever 3 modes d'analyse classiques de la violence. La première thèse, inspirée par les écrits de Tocqueville, voit dans la violence une façon de répondre à un sentiment de frustration causé par un changement et débouchant sur une conduite de crise. La seconde approche met davantage l'accent sur les capacités d'acteurs à mobiliser stratégiquement des ressources dans le cadre d'une action collective, l'un de ses plus illustres contributeurs étant Charles Tilly. La troisième perspective, qui postule un lien entre le phénomène de violence et son contexte historique et culturel d'apparition, puise sa source d'inspiration dans les travaux de jeunesse d'Elias. Appréhender cette notion de violence nécessiterait néanmoins de recourir au concept de sujet, car l'acteur est susceptible de devenir violent quand il ne peut pas construire l'action conflictuelle qui lui permettrait de faire valoir ses demandes sociales ou ses attentes en matière culturelle ou politique, parce qu'il n'existe pas pour elle de traitement politique. Viviorca 2008 page 228. Le sociologue dessine alors 5 figures de sujet. Un sujet flottant, exprimant dans la violence cette incapacité à être acteur. L'hypersujet, compensant la perte de sens par l'excès. Le non-sujet, n'engageant pas sa subjectivité du fait de sa condition d'état agentique. L'anti-sujet, se construisant dans la négation de l'humanité de l'autre. Le sujet en survie, se sentant menacé dans son existence. Alain Touraine opère dans le prolongement de cette réflexion, une distinction tranchée entre la violence qui contient l'antisociété, et la cruauté qui comprendrait plutôt cette part d'anti-sujet.
Les victimes de la cruauté ne sont pas rejetées par la société, elles sont éliminées de l'humanité parce que celle-ci est identifiée à une nation, à une armée, à un parti ou à une religion. La cruauté n'est pas nécessaire pour détruire des adversaires ou même des ennemis. Elle se déchaîne pour déshumaniser l'être humain, pour écraser son visage et le réduire à une masse sanglante de chair et d'os qui n'a plus rien d'un être humain. Touraine 2005, page 224. Cette thèse signifie en fait que le conflit peut comprendre des actes délibérés ou intentionnels de cruauté, mais que ce n'est pas systématiquement le cas et qu'il importe de bien différencier ces trois niveaux relatifs au conflit, à la violence et à la barbarie. Dans le cadre de ces analyses portant sur la souffrance présente dans les organisations, Christophe Dejour appréhende la notion de violence en posant la question de sa délimitation et de sa juste définition. Il cite celle du psychiatre Bernard Jolivet. Dans le cadre du travail, la violence est l'usage délibéré ou non de la force physique ou morale, directement ou indirectement, contre une personne ou un groupe, menaçant l'intégrité physique et ou psychique de la ou des personnes. Dejour 2007, page 11. Cette citation fait écho aux analyses de Pierre Bourdieu, considérant que la violence n'est pas forcément perçue comme telle, et que c'est justement la méconnaissance de son inscription dans un système d'antagonisme entre classes sociales qui lui donnerait sa dimension symbolique. La pertinence de cette thèse réside, à notre sens, dans le caractère à la fois invisible et inaudible de cette violence symbolique qui lui confère beaucoup de sa brutalité. Comment alors devons-vous considérer ce type de proposition faisant de l'intentionnalité sa principale composante ? C'est bien la mise à l'épreuve intentionnelle de la volonté de l'autre, génératrice de douleur, qui est première pour qualifier la violence. Chrétien 2008, page 5. Ne serions-nous pas, comme nous le suggérions précédemment, dans le registre de la cruauté plus que dans celui de la violence ordinaire ? N'est-il pas également difficile de bien percevoir le point de basculement entre l'acte d'autorité et la brutalité de la pure contrainte, ne reposant sur aucune légitimité ? Auteur d'un ouvrage sur les violences scolaires, le sénateur Jean-Louis Laurin réfère les incivilités à une forme de violence morale au même titre que le harcèlement ou encore l'indiscipline, à un mode d'agressivité qui ne serait pas à confondre avec des actes plus délictueux ou criminels. Ces incivilités ne relèvent pas du code pénal et sont difficilement quantifiables. Elles alimentent un climat malsain, engendrent des situations de malaise des enseignants et désorganisent la vie scolaire. Laurin 2003, page 26. Cette approche conduit toutefois à minorer la gravité de certains actes car elle propose par exemple de classer le vandalisme à un degré supérieur de dangerosité que l'incivilité. Pour Éric de Barbieux, le fait que l'incivilité ne soit pas un délit n'enlève rien à son degré de nuisance car elle favoriserait une véritable crise du lien social en milieu éducatif, et les enseignants y seraient particulièrement exposés. Pour ce sociologue de l'éducation, l'usure de l'enseignant est tout entière dans ses tensions quotidiennes. Petites injures entre élèves, agitation, bruit, non-écoute, sentiment d'impuissance. Ce n'est pas forcément la classe ingouvernable, ni l'éclat des grands chahuts, mais la certitude d'une dégradation constante, de l'élargissement d'un fossé. Cela passe par des détails en apparence anodins, mais trop souvent répétés pour qu'ils soient sans signification. De Barbieux, 1996, page 105. L'incivilité participe ainsi du sentiment d'une baisse globale de niveau et d'une perte de sens à donner à son métier. Dubay 2002. Elle ne laisse personne indemne. La cruauté peut ainsi participer de l'incivilité, qu'elle soit dirigée contre un enseignant ou un élève. Peter Woods prévoyait déjà, il y a 35 ans, que les enseignants confrontés à des conflits seraient obligés de continuer à penser les choses d'abord en termes de survie, et ensuite seulement en termes d'enseignement. Woods, 1997, page 376. Ce théoricien, représentant du courant de l'ethnographie de l'éducation en Grande-Bretagne, insistait notamment sur l'importance de la négociation comme stratégie de survie. Avec l'échange social participant de cette logique transactionnelle au cœur de toute action éducative, nous sommes de plus en plus en présence d'une culture juvénile de la négociation. 2. Essai d'analyse et d'interprétation des premières observations. À régularité observable sur la violence en milieu scolaire, et éléments d'inférence. Dans un rapport récent, le président de l'Observatoire international des violences à l'école, Éric de Barbieux,
nous rappelle que la pratique du harcèlement est la manifestation de maltraitance la plus répandue et qu'il s'agit bien d'un acte répété dans l'intention de nuire, de Barbieux 2011. Menée au sein de 38 collèges, l'enquête fait ainsi apparaître qu'un collégien sur 10 mentionne avoir été victime d'agressions à répétition, et nous ne pouvons malheureusement pas savoir s'il a pu être secouru ou écouté. Il apparaît dans les rapports d'enquête que l'insulte indique une fréquence de victimation de 25,9%, le racisme de 29,4%, les coups de 20,8%, le vol de 7,4% et le racket de 2,6%. Les travaux de la psychanalyste Marie-France Irigoyen nous signalent par ailleurs que le harcèlement est indiscutablement une pathologie de la solitude. Irigoyen 2001 page 184. Vincent Troget nous fait quant à lui un compte-rendu historique en relatant les résultats du premier rapport confidentiel établi par l'inspecteur général Georges Talon, 5 ans après l'ouverture du collège unique. Ce rapport a eu le mérite de pointer déjà certains effets d'établissement, en comparant des données recueillies en collège et en lycée professionnel. Si ces derniers étaient alors plus concernés par les bagarres entre élèves, 82,4% contre 39%, les collèges étaient plus touchés par les problématiques liées aux rackets et aux agressions sexuelles, respectivement 58,5% contre 45,1% et 26,8% contre 13,7%. Troget nous fournit par rapport à l'augmentation de la violence, l'explication suivante. Signe du choc que représentait l'arrivée de nouveaux publics en collège, les taux de redoublement augmentent spectaculairement entre 1975 et 1985, de 6,5% à 16,5% en 5e, de 7,3% à 14,3% en 3e. Or certains jeunes des milieux populaires sont parfois porteurs d'une culture de l'affrontement physique, comme affirmation virile de soi et preuve de courage. Nouvellement admis au collège, ils y importent avec eux cette brutalité potentielle, exacerbée par leurs conditions de vie et d'entrée dans la vie active. Troget 2006 pp 105 à 106. Cette proposition peut être confortée par Hugues Lagrange qui nous donne cette analyse. C'est encore une expression de la lutte pour la reconnaissance que l'on peut saisir dans la délinquance et la criminalité des jeunes des cités. La réussite d'un vol ou d'un casse sont de puissants vecteurs de l'estime de soi. C'est parfois le seul moyen de retrouver cette estime. Lagrange, 1995 page 297. Les analyses de l'historien Robert Muchambled, portant sur l'histoire de la violence, alimentent cette thèse. Selon ce chercheur, la plupart des recherches s'accorderaient pour constater l'émergence sur le vieux continent d'un puissant modèle de gestion de la brutalité masculine, juvénile en particulier, Muchambled, 2008 page 8, et son hypothèse est qu'à partir du milieu du XVIIe siècle, se mettent en place des modes de canalisation. Machine à produire du consensus social, la ville digère les incartades de certains de ses membres en les stigmatisant du sceau de L'. Infamie qui les rend plus visibles et permet de mieux les contrôler. Ibidem page 144. L'historien Philippe Artière a pour sa part effectué un travail de compilation de fiches de signalement d'incidents survenus dans les académies de Paris, de Versailles et de Créteil au cours du premier semestre 2003. Pour ce dernier, l'essentiel est dans leur addition car ce qui ne doit jamais être divulgué, c'est le récit que toutes ces annotations forment ensemble. Récit aux 1000 acteurs, autoportrait composite à l'échelle multiple. On croirait sentir l'institution respirer, Artière 2011 pp 8 à 9. En prenant en compte le mois de mars qui semble bien être le plus sensible, nous pouvons relever, dans le dossier, de nombreuses manifestations de violence physique et de nombreuses bagarres collectives. Les garçons ne sont pas les seuls à être concernés puisque 2 affrontements entre filles sont relevés dans les fiches de signalement, et que des mères en viennent aussi à se battre entre elles. Les personnels éducatifs et les enseignants sont exposés puisqu'il est signalé, par exemple, qu'au cours de la seule journée du 3 mars, un professeur est atteint à la tête par un caillou, un conseiller principal d'éducation et un gardien ont fait, au sein de 2 établissements différents, l'objet de menaces et un surveillant est insulté tandis que sont aussi répertoriés des actes d'incivilité en salle de classe pouvant inclure des jets d'e ou de chaises, des gestes déplacés ou des attouchements, mais aussi des actes plus délictueux comme l'alerte d'un risque de tournante, des vols, des rackets, des détentions d'armes, des actes de vandalisme et des tentatives d'incendie. Durant cette même journée,
un élève de 5e s'inflige la pire des violences en se suicidant. Cet aperçu descriptif a forcément un effet majeur d'amplification et même de dramatisation, mais ce compte-rendu a le mérite de ne pas verser dans une forme savante d'euphémisation et de pointer de possibles évolutions récentes concernant les mécanismes de la violence. Il importe ainsi de s'interroger sur les nouveaux rapports sociaux de sexe qui sont aussi des rapports éminemment sociaux entre membres de même sexe et sur l'importance des collectifs et notamment, des bandes constituées d'anciens élèves. Il nous faut également considérer des problématiques davantage liées à la question du racisme et à des logiques plus insidieuses de discrimination. N'aurions-nous pas plus affaire aujourd'hui à une problématique de disqualification qu'à une logique de reproduction sociale ? Quelques régularités saisies dans le cadre de notre pré-enquête. Nos premiers résultats les plus saillants viennent en fait conforter des observations déjà faites dans d'autres établissements. La première régularité statistique relevée concerne une nette différence entre les genres dans la perception de la violence. Par rapport au fait de savoir si leur collège est violent, les avis des garçons sont plus tranchés dans la mesure où ils sont plus enclins que les filles à considérer qu'ils seraient, d'un côté, très violents, 6% contre 2%, et de l'autre, pas du tout, 21% contre 14%. Par contre, les filles sont les plus nombreuses à souligner que leur collège serait un peu violent, 60% contre 45%. De plus, les points de divergence sont nombreux. Le vol des affaires, le fait d'insulter un camarade, celui de ne pas obéir à un professeur et enfin les violences sexuelles. Par rapport à ce dernier item, 75,3% des filles considèrent ces actes comme très violents tandis que les garçons ne sont que 58% à acquiescer. De plus, ceux-ci sont 28,2% à considérer ce type d'acte comme pas du tout violent contre 18,7% des filles. Une deuxième observation prend en considération l'âge du collégien. Par rapport aux différences entre classes, les différences apparaissent quant à l'intensité de la violence. Il y a ainsi 8,8% des collégiens en 6e à trouver pas du tout violent leur collège contre 26,4% des élèves scolarisés en 3e. Les plus jeunes percevraient donc plus intensément la violence que leurs aînés. Il existe également une divergence sur ce que les enfants considèrent comme violent. En nous intéressant à la perception du degré de violence d'un acte selon la classe, nous observons que plus de la moitié des enfants considèrent comme très violents les propos racistes, le racket et les insultes à l'encontre des professeurs, de 56 à 59,9% des 6e, de 51 à 61,6% des 3e, et cela quel que soit l'âge. Il est d'autre part à noter que les violences sexuelles sont perçues comme très violentes par une large majorité d'élèves, 63,5% des 6e et 70,6% des 3e, soit plus ou moins 2/3 de chaque groupe. A contrario, plus de 66% considèrent le vol des affaires comme un peu, voire moyennement violent. Ils sont moins de 15% à le considérer comme pas du tout violent. Le constat est pratiquement le même pour les dégradations de matériel. Plus globalement, alors que les 3e seraient plus interpellés par le vol des affaires et les menaces verbales, les 6e se montrent plus sensibles aux violences en rapport avec l'institution et ses représentants, le chahut, la désobéissance et les abus d'autorité. Ils semblent également trouver les bagarres plus violentes que leurs aînés. Les insultes vis-à-vis des camarades ou des professeurs leur paraissent aussi un peu plus violentes. Ainsi, ils se sentent plus concernés par les violences touchant à leur intégrité physique. Une troisième régularité renvoie, de façon plus classique, à des effets d'établissement et au recrutement social. Ces premiers apports cognitifs, qui sont autant de points à creuser dans la poursuite de notre enquête, feront l'objet d'un travail d'approfondissement ultérieur et d'interprétation mieux documenté. La violence perturbe nos cadres institutionnels de socialisation, en introduisant des facteurs de dérégulation occasionnant une perte de repères du côté des acteurs et en générant une logique systémique de désintégration qui accompagne le processus croissant d'individualisation. C'est en cela qu'elle désocialise et ne permet que difficilement à l'élève, confronté à des difficultés le plus souvent sociales et scolaires, de se construire un modèle culturel positif de relation à l'autre, qu'il soit adolescent ou adulte, basé sur une estime de lui-même. C'est l'identité des jeunes et des adultes qui est ici altérée, en ne permettant plus ce nécessaire travail d'identification croisée entre enseignants et publics scolarisés.
C'est aussi ce qui peut amener à recréer du nous à travers de nouvelles appartenances extrascolaires. Faut-il pour autant verser dans une forme de nostalgie qui n'a pas sa place dans un effort d'objectivation et de révélation des différentes manifestations de violence? Nous pensons au contraire que la violence ne date pas d'aujourd'hui et qu'elle aurait tout au plus en partie changé demain. Guénaud 2001 page 6. En étudiant le processus de violence à l'école, nous espérons mieux comprendre et expliquer comment certains en arrivent à être désespérés d'eux-mêmes. Bourdieu 1998 page 133. Et plus encore comment ils pourraient parvenir paradoxalement à en tirer de bien maigres profits symboliques en termes de virilité et de réputation. La part plus importante des garçons impliqués comme auteurs et victimes de violences nous amène à ne pas stigmatiser seulement un milieu d'origine, que cela soit sur un plan culturel ou social. En effet, l'école n'aurait-elle pas également sa part de responsabilité, notamment à travers ses options pédagogiques génératrices de sérieux dysfonctionnements? Ne ferait-elle qu'amplifier un travail antérieur de socialisation sexuellement différent? Enfin, ne pouvons-nous pas considérer le fonctionnement de l'institution scolaire comme celui d'une roue qui comprendrait tous les acteurs concernés, par ses enjeux, alors même que ces derniers n'ont pas le même positionnement? La responsabilité de ce fléau n'est-elle pas indissociablement individuelle et collective? À ce stade de la réflexion et de notre travail, nous pouvons avoir le sentiment d'avoir plus de questions que d'éléments de réponse, mais nous savons que la sociologie peut exercer, ici comme ailleurs, un travail de clarification des véritables enjeux éducatifs et remplir une fonction de médiation permettant de poser des transactions là où le dialogue se fait de plus en plus difficilement. Références bibliographiques. Artière-Philippe, 2011, Jour tranquille à l'éducation nationale, Mayenne édition. Thierry Magnier. Bourdieu-Pierre, 1998, La misère du monde, Paris, Seuil, première édition 1993. Cara Cécile et Fagianelli Daniel 2011, Le carrousel des violences à l'école, Arras, presse de l'Université d'Artois. Charlot Bernard, 1998, Postface in Caraïve sous la dire de l'école publique à l'école libérale. Sociologie d'un changement, Rennes, Presse universitaire de Rennes, pp 243-245. CRETTIEZ Xavier 2008, Les formes de la violence, Paris, La Découverte. De Barbieux Éric, 1996, La violence en milieu scolaire. L'état des lieux, Paris, ESF. De Barbieux Éric, 2011, À l'école des enfants heureux. Enfin presque, rapport d'enquête, Bordeaux. Dejour Christophe, sous la dire de 2007, Conjurer la violence. Travail, violence et santé, Paris, Payot. Dubé François, 2002, Le déclin de l'institution, Paris, Seuil. Guénaud Jean-Pierre, sous la dire de 2001, Mémoire de maître, Paroles d'élèves, Paris, Librio. Herrero Gilles, 2012, La violence ordinaire dans les organisations. Plaidoyer pour des organisations réflexives, Toulouse, RS. Irigoyen Marie-France 2001, Malaise dans le travail, harcèlement moral, Démêler le vrai du faux, Paris, La découverte et Syros. Lagrange-Hugues, 1995, La civilité à l'épreuve. Crime et sentiments d'insécurité, Paris, L'Harmattan. Laval Christian 2003, L'école n'est pas une entreprise. Le néolibéralisme à l'assaut de l'enseignement public, Paris, La découverte. Laurin Jean-Louis 2003, Les violences scolaires, Paris PUF, première édition 1999. Matarouane 2003, Cohésion sociale et mondialisation. Aspect de leurs incidences dans les problèmes que rencontrent les sociétés françaises et chiliennes, Université de Strasbourg, HDR de sociologie. Mérieux Philippe, 2011, Lettre à un jeune professeur, Paris ESF. Michaud Yves 2004, La violence, Paris PUF, première édition 1986. Moukieli Laurent 2011, L'invention de la violence, Paris Fayard. Muchambled Robert 2008, Une histoire de la violence, Paris Seuil. Simmel Georg 1992, Le conflit, Trad FR, Saulsure Circé, première édition allemande 1903. Touraine Alain 2005, Un nouveau paradigme. Pour comprendre le monde d'aujourd'hui, Paris Fayard. Troget Vincent 2006, La violence scolaire, Inmérant Régis, sous la dire de Les mécanismes de la violence. État institution individu au CER ESH pp 103 à 111.
Troget Vincent 2011. Peut-on mesurer objectivement la violence scolaire? Inbedin Véronique et Dortier Jean-François sous la dire de Violences et société aujourd'hui au CER ESH pp 44 à 48. Viviorca Michel 2008, 9 leçons de sociologie, Paris Robert Laffont. Woods Peter, 1997. Les stratégies de survie des enseignants, Trad FR, INEF ORQUIN Jean-Claude, sous la dire de Les sociologues de l'éducation américains et britanniques. Présentation et choix de texte, Bruxelles, De Bock, pp 351 à 376, première édition anglaise de cet article, 1977. Chapitre 2, La relation enseignante, entre violence et autorité. Bernard Jolibert. En parcourant l'histoire des institutions scolaires et universitaires, tous niveaux confondus, on se rend rapidement compte que l'idéal d'une école sereine, déroulant sans heurts ses apprentissages, loin des tourbillons de l'agression ordinaire ou de la violence extraordinaire, relève de l'utopie plus que de la réalité. On aime souvent se représenter l'école du passé comme une école paisible, un lieu protégé d'où toute agressivité était exclue, où les éducateurs éduquaient sans problème, les enseignants enseignaient sans résistance, les apprenants passaient leur temps à apprendre le plus naturellement et le plus docilement du monde. On oppose cette école, idéalement consacrée à la seule étude, à l'école présente faite de tensions, de rivalités, de déséquilibres, lieu d'agression autant interne qu'externe. L'école désanctuarisée d'aujourd'hui, dominée par des rapports de force divers, laisserait transparaître à travers sa violence quotidienne, l'ensemble des conflits sociaux, politiques, économiques, moraux qui traversent la société. Une représentation aussi tranchée ne va pas sans quelque illusion rétrospective ni sans quelque naïveté. Naïveté d'autant plus évidente que la représentation inverse de l'école est tout aussi souvent évoquée, pour justifier le rejet du passé pédagogique aux oubliettes de l'histoire. Nécessairement dépassée, tant du point de vue de la discipline que de celui de l'organisation ou des contenus d'enseignement, l'école traditionnelle, nécessairement magistrale et brutale, sécrétait une vision archaïque du rapport à l'enfance, vision à l'opposé de la pédagogie nouvelle toute pétrie de finesse, d'ouverture, de douceur démocratique et de respect. Un tel manichéisme, inversé cette fois, conduit le plus souvent soit à refuser l'évidence de la violence actuelle en banalisant l'existence au point de la nier, soit à la voir partout, surtout là où elle n'est pas, précisément dans cette autorité indispensable à tout enseignement et à toute éducation, à quoi on l'assimile si souvent. Entre l'irénisme des uns et le souci sécuritaire des autres, la complicité est plus étroite qu'il n'y paraît. Dans les deux cas, c'est bien l'autorité de l'école qui fait les frais de la confusion. Qu'en est-il du lien entre l'institution scolaire en général et la violence? Est-il aussi étroit qu'il le semble à première vue? Faut-il confondre violence avec autorité? L'autorité de l'école est-elle assimilable à la violence qui se développe en son sein, ou autour d'elle? Commençons par un peu d'histoire. 1. Une tradition de violence. La référence au passé est toujours éclairante. Encore faut-il qu'elle ne soit pas infidèle à la réalité. Cette dernière nous montre que si l'école, comme institution élémentaire plaçant des enfants face à un maître, né avec l'apparition de l'écriture, le maître hérite de la puissance paternelle, qui est totale. L'accompagne d'emblée un enseignement à la fois frontal et rigide dans sa forme, Mialare et Vial, 1981, pp 79 et suivent. Lorsque l'école a aussi pour mission d'éduquer, dans le cadre religieux par exemple, le symbole du magistère reste pour longtemps la badine, la férule ou les verges dont le bras armé et la menace sévère montrent qu'à l'instruction et à l'éducation est historiquement liée une certaine brutalité. La tradition biblique n'est pas spécialement tendre. Simon 1911, page 913. N'épargne pas le châtiment à ton enfant, si tu lui donnes la verge, il n'en mourra pas et tu arracheras son âme à la perdition. Proverbes 23, 13 et 14. Et qui épargne la verge est son fils, disent les sages. Qui l'aime lui administre la correction. Proverbe 13, 24. Inutile de remonter aux déboires de François Villon, aux souffrances du jeune Erasme ou à Montaigne pour voir dans les écoles et les collèges des geôles de jeunesse captive. Montaigne 1962, page 165, où on n'entend que cris d'enfants suppliciés, soumis à des maîtres furieux, aux mains armées de fouets, alors que le sol est jonché d'osiers sanglants. Pour expliquer les révoltes répétées de lycéens,
Dupont-Ferrier parle déjà de discipline qui ne s'impose et triomphe que par la force, sans agir sur la conscience. Dupont-Ferrier 1922. On oublie souvent de le signaler aujourd'hui tant l'illusion rétrospective est grande, mais les étudiants et les écoliers des XVIe et XVIIe siècles étaient armés. La Ratio Studiorum des Jésuites prévoyait leur désarmement contre-reçu, à l'entrée du collège. Ariès 1973, page 352. Dans son journal, M. de l'Estoile raconte comment, un lundi gras de 1588, le roi envoya son lieutenant civil et criminel, le procureur du Châtelet, des commissaires et une troupe considérable de sergents armés à l'université de Paris, afin de désarmer par force les étudiants qui faisaient insolence. L'Estoile 1954, page 544, à la foire de Saint-Germain et menacé d'embrocher maîtres, marchands et passants. Philippe Ariès, qui parle d'un véritable esprit de violence, à tous les niveaux du milieu scolaire, poursuit. Même lorsqu'il avait déposé son épée à la chambre d'armes avant d'entrer au collège, l'écolier restait à l'occasion redoutable. En 1661, à Beaune, un père oratorien est proprement bâtonné par ses élèves et le Parlement de Dijon doit étendre aux autres instruments frappants la défense qui déjà interdisait le port de L'. Épée à tous les écoliers de porter bâton, pieux et autres armes offensives dans les classes. Ariès 1973, page 352. Les préfets des études avaient souvent à faire face à de brutales et soudaines révoltes à main armée, qui ressemblaient plus à des mutineries qu'à de simples chahuts. Il arrivait que les pensionnaires sortent des collèges et attaquent les passants au gourdin ou à l'épée. Si le XVIIIe siècle semble plus calme, en dépit de duels qui restent monnaie courante, pour ce qui est du XIXe, il suffit d'en référer aux caricatures de Daumier pour percevoir toute la violence et la cruauté des mœurs scolaires dans les collèges publics ou privés. Daumier 1969. Les professeurs, les régents, les pions ou maîtres d'études dispensent une discipline souvent féroce. La badine, la règle et la spatule sont là pour contenir toute velléité de résistance. Le bonnet d'âne stigmatise la faute ou l'erreur. Le cachot noir préfigure la prison. La révolte des élèves ou des étudiants n'est pas une vue de l'esprit. Le lycée, création napoléonienne nouvelle, n'est pas épargné. Entre 1815 et 1883, on ne dénombre pas moins de 8 mutineries au seul lycée Louis-le-Grand, dont certaines nécessitent l'intervention des forces de police. Ces mutineries deviennent plus politiques certes, mais elles restent d'une rare violence. 2 exemples, rien qu'en Angleterre. À Winchester, à la fin du XVIIIe siècle, les écoliers tiennent leur collège pendant 2 jours et hissent le drapeau rouge. L'armée doit intervenir en force. Il faut de même demander en 1818 l'intervention de pas moins de 2 compagnies de soldats, baïonnettes au canon, pour amener le calme lors d'émeutes à Eton et à Rugby. Il faut dire que la discipline anglaise est par tradition particulièrement rude. Qu'entendre aujourd'hui par violence à propos de l'école? Le désordre interne? Les agressions venant de l'extérieur? La pression insidieuse de l'institution elle-même? Faut-il assimiler la révolte anarchique des individus à celle de bandes plus ou moins organisées dans les établissements ou aux abords de ces derniers? Difficile de trancher d'emblée tant les diverses formes d'agressivité sont liées. La violence scolaire semble à la fois omniprésente et diffuse et tellement diverse dans ses expressions ou ses sources qu'il paraît difficile d'en faire le tour. Guillotte, 1999. Au-delà de ce qu'on appelle pudiquement les incivilités, grossièretés, insultes, menaces, insolences et les violences plus graves, bagarres, vols, raquettes seules ou en bandes organisées, agressions armées, viols, dégradation de biens, incendies volontaires, etc. Il se développe de plus en plus ce que les anglo-saxons nomment le schoolbullying, c'est-à-dire un harcèlement continu fait d'insultes et de brutalités quotidiennes entre élèves que certains désignent sous l'euphémisme de micro-violence. Leur côté redoutable tient au fait qu'elles finissent par interdire tout enseignement et toute éducation en continu. Même si, selon de Barbieux, la violence extrême semble désormais moins fréquente et plutôt circonscrite à quelques établissements précis de milieux désignés pudiquement comme difficiles, on doit constater qu'elle est souvent plus grave et qu'elle tend à se banaliser, précisément parce que diffuse et insinuante. De Barbieux, 1999 et 2006. Ajoutons pour faire bonne mesure que les remarques blessantes, l'ironie humiliante, les jugements dévalorisants qui viennent des maîtres eux-mêmes sont souvent reçus comme des abus d'autorité. Charlot et Hémin 1997.
L'arsenal répressif de certains enseignants et le poids légal de l'institution scolaire sont alors perçus par certains élèves comme l'expression d'une violence institutionnelle, autant réelle que symbolique, à laquelle il leur est difficile de répondre autrement que par la révolte. Merle, 2005. Inutile d'accumuler les exemples. L'histoire nous montre que l'école, petite ou grande, et la violence, manifeste ou symbolique, semblent avoir partie liée aujourd'hui tout comme hier. Que les causes en soient sociales ou politiques, qu'elles proviennent des maîtres, des élèves, de l'institution elle-même ou du milieu extérieur, qu'elles prennent la forme de brefs chahuts ou d'émeutes durables, qu'elle soit symbolique ou bien réelle, irrationnelle ou stratégique dans son déploiement, la violence semble faire partie de l'école comme un de ses corrélats essentiels. Même sanctuarisée, l'école semble désormais le lieu d'une contrainte insupportable dans la mesure où elle s'impose à la volonté de ceux qui ne peuvent que s'y soumettre, bon gré mal gré. Cette approche rapide nous invite cependant à une certaine prudence quant à ce qu'il convient d'entendre par violence. À voir de la violence partout, on risque en effet de passer à côté de l'essentiel. Yves Michaud a certes raison de souligner qu'on désigne par ce terme des comportements qui varient fortement selon le lieu et l'époque. Michaud, 1986. Mais si nous voulons donner sens à notre propos, il nous faut risquer une approche de définition assez précise pour savoir de quoi nous parlons. Que désigne-t-on exactement lorsqu'on évoque la violence, singulièrement la violence scolaire ? Entre l'incivilité de l'élève qui crie sa rage dans la cour suite à une mauvaise note, et le coup de couteau porté à un camarade lors d'un racket, il convient de savoir ce que l'on place exactement sous ce terme. Dans son vocabulaire technique et critique de la philosophie, Lalande rappelle qu'on ne parle de violence que lorsqu'une pression impérieuse s'exerce sur un être, contrairement à sa nature ou à sa volonté. Lalande, sous la dire de 1962, page 1210. Il y a donc contrainte. De plus, pour se voir qualifiée de violente, cette contrainte doit être brutale. Le latin vi, qui est à la racine du terme violence, exprime la force exercée, vir les forces militaires ou les organes sexuels masculins, éventuellement jusqu'à l'outrage ou au viol. Dans le champ des relations sociales qui nous occupe ici, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.